Chers amis, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver. Dernière vidéo de la saison. On va tous partir chacun respectivement en vacances. Enfin, je vous le souhaite. On va se reposer un petit peu, on va faire un break. Voilà, on en a besoin, on a bien bossé. On a bien bossé. On a démarré la saison au mois de septembre l'année dernière, on était 700 et on est 8200. Donc, on a bien bossé. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas les chiffres, c'est que vous soyez satisfait de mes interventions et qu'elles vous apportent quelque chose, qu'elles vous apportent des outils, des éléments utiles dans votre vie, au quotidien, dans vos réflexions. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors aujourd'hui, on va parler d'un trouble assez particulier, mais étant finalement de plus en plus récurrent, la peur de l'engagement. Alors, il y a une fâcheuse tendance à entendre que la peur de l'engagement serait plutôt, ça serait un trouble qui caractériserait plutôt les hommes. Alors, c'est vrai que ça a été le cas pendant de très nombreuses années. Il semblerait néanmoins qu'il y ait un espèce d'équilibre qui se soit produit et que ça touche autant les hommes que les femmes aujourd'hui, pour des raisons bien évidemment différentes, que j'aurais même pas d'ailleurs forcément le temps de déployer dans cette vidéo, mais on n'est pas dans un trouble qui est stricto sensu réservé aux hommes. Voilà, il y a des femmes qui ont aussi cette peur de s'engager et de s'investir. Qu'est-ce que ça raconte, cette peur de l'engagement? Alors d'abord, cette peur de l'engagement, elle n'est pas à confondre, même si la frontière est très ténue. Soyons d'accord là-dessus, elle n'est pas à confondre avec la philophobie. La philophobie, c'est pas une phobie de la philosophie, non, pas du tout, c'est une peur de l'amour, c'est même pas une peur de l'engagement, c'est une peur d'aimer, c'est une peur des sentiments amoureux, c'est une peur de tomber amoureux, c'est tout ça. Voilà, inutile de vous dire que c'est la peur de l'engagement, bien évidemment, mais ça apparaît pas forcément en première ligne. En première ligne de la philophobie, j'en ferai une vidéo, hein, je vous l'avais dit, hein, ça, là-dessus, c'est vraiment la peur des sentiments, c'est la peur d'être amoureux, c'est la peur d'aimer. Donc, c'est pas la même chose. La peur de l'engagement n'est pas la même chose que la philophobie, parce que la peur de l'engagement, la personne, homme-femme, peu importe, nous ne genrons pas le propos, n'est pas dans une peur de lien à l'autre, si vous voulez, elle est dans une peur du maintien de lien à l'autre. Voilà, si on pouvait finalement le définir ainsi, tiens, j'avais même pas réfléchi, ça vient de sortir, ça vient de tomber tout seul, et ça me paraît assez bien définir la situation. C'est-à-dire que la personne n'a pas peur d'aimer, elle n'a pas peur d'aimer, c'est pas un problème, tomber amoureux, c'est pas un problème pour cette personne-là. Non, c'est quid de ce que l'on fait, effectivement, non pas de l'état amoureux, ça dure 3 ou 4 mois, en général 6 mois, 1 an pour certaines personnes, voilà, mais c'est qu'est-ce qu'on fait d'une relation d'amour, voilà, qu'est-ce que c'est, puis d'abord aimer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on partage, et comment on se projette, parce que l'amour, c'est bien souvent le fruit d'une projection, en tout cas au moins pour un des deux protagonistes, c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que lui, la personne qui a peur de l'engagement, ne va pas penser projection, au contraire, c'est le mot dont il ne faut pas lui parler, voilà, engagement, projection dans le temps, voilà, comment tu vois les choses plus grandes, vous savez, comme quand on demande aux enfants, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, voilà, et c'est bien d'ailleurs de permettre aux enfants de se projeter, bien évidemment, très souvent, 80-90% des cas, entre le métier qu'on a voulu exercer, moi je voulais être joueur de foot, je vais pas vous mentir, jamais j'aurais imaginé être psychothérapeute, je savais même pas que ça existait d'ailleurs, ce truc-là. Donc voilà, moi je voulais être Platini, hein, moi je suis de la génération Platini, donc moi je voulais être Michel, je voulais être Platini, tu comprends? Donc voilà, et bon, je n'ai pas été Platini, en plus j'étais gardien de but, je vois pas comment je pouvais être Platini alors que j'étais gardien de but déjà, donc déjà il y avait une espèce de paradoxe. Bon, je vous raconte ma vie, voilà, c'est assez rare quand je me livre, profitez-en, profitez-en. Donc voilà, voilà, c'est ça, la projection, c'est comment tu vois les choses plus tard. Voilà. Mais tout le monde fait de la projection, une entreprise fait de la projection, les budgets sont faits sous forme de projection, et ainsi de suite, voilà, tout est calculé sous forme de projection. Or, il y a certaines personnes, et notamment par rapport à la question de l'amour, qui ont une grande problématique par rapport à la projection, autrement dit à l'engagement. Voilà. Oui, potentiellement, je projette des choses, ça ne veut pas dire qu'elles sont positives, la projection des gens qui ont la peur de l'engagement peut être négative, péjorative, et justement, comme la projection est négative et péjorative, il vaut mieux
effectivement ne pas s'engager, ne pas s'investir pleinement. Je suis déjà rentré dans le développement, je voulais le faire un peu plus tard, ou de manière effectivement plus architecturale, plus universitaire, sous forme de plan, et voilà, j'ai balancé un certain nombre d'informations en amont, mais fondamentalement, elles font partie d'une forme d'introduction qui me semble judicieuse finalement, parce que ce trouble, c'est un trouble, hein, c'est pas une psychose, c'est pas un état limite, il y a une petite forme de phobie sociale, hein, voilà, mais la phobie, cette forme de phobie sociale apparaît beaucoup plus dans la philophobie dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'en ferai une vidéo probablement là-dessus, et voilà, il y a une petite phobie sociale sur ce terrain-là, mais la peur de l'engagement ne peut pas être caractérisée par une phobie sociale, c'est un trouble, voilà, c'est une caractéristique, comme on dit dans un langage psy, soyons psy, n'est-ce pas, chers amis, nous aimons l'être sur cette chaîne, n'est-ce pas? Voilà, donc, indépendamment de cela, ce trouble, cette caractéristique relève des informations, révèle un certain nombre de choses qui sont tout à fait intéressantes à décortiquer, et puis potentiellement, on peut ouvrir quelques vannes, quelques portes, quelques fenêtres, quelques vasistas, n'est-ce pas, pour que les personnes prennent conscience du trouble dans lequel elles sont et tentent de mieux le comprendre, d'en parler, bien évidemment. Et l'être humain est bien souvent sauvé parfois par sa communication et par sa capacité de communication et à organiser les choses, et c'est quand on communique qu'on organise les choses, eh bien, il y a quelques clés à utiliser potentiellement pour œuvrer et essayer de trouver des solutions face à cette problématique, je dirais, relativement invalidante. Toute la question, c'est d'ailleurs pour qui? Est-ce que les personnes sont conscientes? Est-ce que les personnes souffrant d'une difficulté d'engagement, est-ce qu'elles sont conscientes de cela ou pas? Et d'une, et de deux, est-ce qu'elles en souffrent? Voilà, ça me paraît quand même des clés, des questions de fond, fondamentalement. Des questions de fond, fondamentalement, ça me plaît beaucoup ça. Ceci étant dit, c'est un trouble anxieux. Pourquoi? Parce que les projections potentielles, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça que je faisais un espèce de teasing du contenu de la vidéo, la vision des choses à long terme est anxiogène. Elle génère de l'anxiété. Elle génère de l'anxiété. Donc, quand ça génère de l'anxiété, on s'en dégage. On tente de s'en départir, on s'en dégage. Voilà, ça, il faut arriver à le comprendre. L'intitulé, c'est la peur de l'engagement. Donc tout ce qui est la peur de, c'est déjà forcément une phobie, bien sûr, mais un trouble anxieux. Il n'y a pas de peur de envisagée en amont sans être un trouble anxieux. Il n'y a pas d'engagement et de crainte phobique sans qu'il n'y ait derrière un trouble anxieux. Très important de comprendre ça dans l'organisation psychique de l'être humain. Alors, c'est quoi les projections? On parlait des projections tout à l'heure. C'est quoi les projections que la personne qui a cette difficulté d'engagement, qui est invalidée par ça, qu'est-ce qu'il peut avoir? Eh bien, il projette tout en négatif. Il a peur au long cours de s'ennuyer, parce qu'il sait qu'il ne va pas avoir les mêmes sentiments par la suite. On le sait à l'avance, même si, quand vous êtes amoureux, vous êtes persuadé que ce que vous ressentez pour l'autre restera ad vitam aeternam. Même si une partie de nous, ça dépend si vous avez bourlingué ou pas, hein, on est d'accord, si vous avez 20 ans, vous ne le savez pas forcément, mais si vous avez déjà plus de 30 piges, 40, ou voire bien plus, hein, vous avez compris, vous savez que l'état amoureux ne va pas rester. Vous le savez. Un petit like si la vidéo vous a plu, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Donc il y a la peur de se lasser, la peur de s'ennuyer, la peur de ne plus vivre l'état amoureux dont je parlais tout à l'heure, j'en ferai une vidéo, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que l'autre se lasse de vous et effectivement qu'il vous abandonne, voilà, la peur d'être trompé, la peur de rencontrer des grosses difficultés relationnelles, de s'engager, d'être du côté des projets, bien évidemment. Comment je vais gérer? Je pense que je ne vais pas y arriver. Ça va être difficile. La personne qui est d'ailleurs dans cette difficulté de l'engagement, elle ne voit pas les choses en équipe. Parce que normalement, dans un couple, ce qui est assez formidable, c'est que les choses sont intéressantes dans la mesure où elles reposent sur le couple, sur un équilibre de couple. C'est-à-dire que seul
on sait que ça peut être difficile de le faire, mais à partir du moment où il y a le partenaire et qu'on fait couple, et autrement dit, un mot que j'adore, on fait équipe, eh bien effectivement, à partir du moment où on fait équipe, à deux, on est plus fort. Et ça, c'est comment on regarde effectivement l'image du couple. Est-ce que le couple, c'est une équipe, et à deux, en équipe, on est plus fort, on est complémentaires, donc on va réunir nos forces, et forcément, si on réunit nos forces et qu'on va dans le même sens, on s'en sortira, et ça c'est la logique qui vous permet de toujours envisager qu'on va trouver des solutions dans le couple, jusqu'au moment où malheureusement parfois ça existe, hein, il y a tellement de ruptures que voilà, il faut le comprendre. À partir du moment où la personne est dans un trouble anxieux, hein, dans la difficulté d'engagement, c'est qu'elle a du mal à concevoir et à valider la dynamique, la dimension de l'équipe, du couple. Voilà. Parce que la vraie plus-value d'un couple, c'est l'équipe, c'est le binôme, c'est pas les individualités. On est d'accord, un couple, bien évidemment, est constitué d'individualités, mais la réunion de ces individualités crée une équipe, un groupe, un couple. Tout simplement. Hein. Alors voilà, les peurs dont on parlait tout à l'heure, la peur du conflit, la peur des conflits potentiels plus tard, voilà, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à la famille, voilà, il y a un trouble de confiance derrière tout ça, il y a plein de choses, on va faire un peu du pêle-mêle, on va amener des idées en fait si vous voulez. Et il y a surtout quelque chose qui apparaît, qui est très apparent, c'est la peur de cette sensation de perte de liberté. Voilà. La personne qui a du mal à s'engager peut aussi, indépendamment de toutes les raisons qui ont déjà été invoquées, vous avez vu, il y en a pléthore, hein, c'est un sujet pléthorique, les interprétations sont pléthoriques, il y a cette peur de perte de la liberté. Alors pour en faire quoi, c'est toujours pareil, c'est une grande question philosophique, hein, voilà. Mais il y a cette peur de perte de liberté. C'est mieux de garder sa liberté pour je ne sais pas quoi en faire, mais plutôt que d'envisager de construire en équipe. Alors vous verrez que ces décisions qui sont prises sont des décisions d'angoisse, eh bien elles ne sont pas le fruit d'actes volontaristes, c'est-à-dire que la personne peut souffrir de la condition dans laquelle elle est. Soit elle prend bien soin de ne pas s'en rendre compte, ça existe, hein, c'est un peu les éternels amoureux de l'état amoureux. C'est la fameuse vidéo dont je vous parlais des gens qui étaient perpétuellement amoureux de l'état amoureux. Alors amoureux de l'état amoureux, il peut y avoir plusieurs significations, bien évidemment, à ça, mais notamment une, c'est la peur de l'engagement. La peur de l'engagement fait que, effectivement, être amoureux, c'est pas un engagement, puisqu'on sait que c'est un état transitoire. Donc, ça pourrait être une des explications potentielles. Le désir d'être amoureux de l'état amoureux, ou la recherche unique de l'état amoureux, traduit finalement une phobie de l'engagement. Elle traduira autre chose aussi, comme j'avais dit que j'en ferai une vidéo. Voilà, oh je suis plus amoureux, j'arrête, j'ai plus les mêmes sensations qu'avant, j'arrête, oh, laisse tomber, c'est mort. Voilà, bah c'est mort, je sais pas si c'est mort, je suis pas sûr que ça soit mort, mais c'est la fin de l'état amoureux qui effectivement met en place l'amour, la relation d'amour, l'équipe, le couple, voilà, le groupe, voilà, la notion de la troisième, hein, les deux entités qui en créent une troisième, d'où mon légendaire 1 plus 1 égale 3. 1, l'individualité féminine, plus 1, l'individualité masculine égale 3. Un couple, 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire la réunion parfaite de l'individualité masculine, de l'individualité féminine. Elle crée une troisième entité qui s'appelle le couple. 1 plus 1 égale 3. Celle-là, je l'adore, je vous l'ai déjà servi dans certaines vidéos, je la remets parce que je la surkiffe. Celle-là, on est d'accord. Et parce qu'elle est tellement vraie, surtout. Le souci chez ces personnes-là, toujours du côté de leur angoisse, c'est que l'engagement, c'est vécu comme une forme espèce de séquestration. Espèce d'enfermement psychique, une séquestration psychique. À partir du moment où je m'engage, je vais être séquestré, voilà, je vais être enfermé. C'est fini, je ne pourrai plus sortir. Il y a aussi chez ces personnes-là quelque chose que j'ai omis, bien évidemment, et heureusement que je m'en souviens, parce que si j'avais revu la vidéo en me disant « Mais c'est pas possible pourquoi t'as oublié ce truc ?» C'est un désir, les personnes ne se rendent pas toujours compte, un désir de contrôler, de tout contrôler. À partir du moment où vous vous laissez aller dans le couple, voilà, tout simplement, vous perdez une forme de contrôle. Vous vous laissez aller à l'affectivité, au sentimentalisme, n'est-ce pas, et à la virtuosité de l'amour, et au sentiment vertueux de l'amour, autrement dit. Eh bien, il y a cette perte, l'impression que finalement vous allez moins tenir les choses par vous-même, et donc perdre
effectivement cette notion de contrôle. Et la peur de l'engagement pourrait être vouloir par-dessus tout conserver le contrôle sur vous-même, sur les choses, sur la relation, sur l'autre et tout ce qui s'ensuit. C'est une interprétation tout à fait intéressante et on la néglige bien souvent, beaucoup trop souvent. Et c'est bien dommage. C'est-à-dire que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que chaque décision d'engagement, c'est une source d'angoisse chez les personnes qui ont une difficulté à s'engager. D'ailleurs, elles ne s'engagent pas parce que ça représente une angoisse. Parce que ça va être réinterrogé, parce que ça va être anxiogène, parce que c'est « mais qu'est-ce que j'ai dit là? Mais comment je vais faire ?» Et tout est vu de manière plutôt péjorative. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va pas marcher, ça va pas aller, je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur, elle va me quitter, il va me quitter, il va me tromper, elle va me tromper, les conflits, comment je vais faire? J'ai toujours détesté les conflits. Et bien sûr, mais les relations humaines suscitent malheureusement du conflit. Toute la question, c'est comment on s'outille pour arriver à gérer le conflit. Ni en étant un dominant, écrasant, ni en étant soumis. Il doit y avoir un juste milieu, bien évidemment, à vous de récupérer des armes, notamment en thérapie, en psychothérapie, à vous de récupérer des armes pour savoir affronter le conflit, ne pas avoir peur du conflit. Facile à dire, mais il y a une réflexion à avoir sur ce terrain-là. Alors, plus il y a chez ces personnes-là des ruptures de leur propre fait, plus effectivement elles alimentent le fait qu'elles n'y arriveront jamais, puisqu'elles s'évertuent à stopper des relations qui auraient pu peut-être fonctionner, on est d'accord, mais comme elles s'évertuent à stopper, à bloquer, à ne pas s'engager, à dissuader l'autre d'ailleurs d'une certaine manière, d'ailleurs ces personnes-là peuvent se retrouver aussi très blessées d'une situation, parce que ces personnes peuvent alimenter aussi le fait qu'elles peuvent être quittées. Voilà, à partir du moment où, aujourd'hui, on est une société très pragmatique, hein, on est bien d'accord, hein. Tu vas dans mon sens, ça avance, tu vas pas dans mon sens, bon, mon grand, t'es gentil, ou ma grande, t'es gentil. Voilà, et ça, c'est le problème, c'est un gros problème dans notre société. C'est-à-dire que ces personnes qui ne s'engagent pas peuvent se retrouver quittées au bout d'un moment, voilà, et en souffrir particulièrement, et être conscients qu'ils ont tergiversé, ils ont hésité, et que, hop, c'est trop tard, ils ont tout perdu. Voilà, ou que l'autre, ok, comprend bien leurs problèmes, mais au bout d'un moment, il en a aussi un peu marre parce qu'il a lui aussi envie, l'autre, de construire sa vie, d'avancer dans sa vie. Donc c'est un maintien de la blessure, c'est de la blessure qui génère de la blessure et ainsi de suite. D'où un processus thérapeutique, parce que fondamentalement, je ne vois pas l'issue. Sinon, autrement que ça, de cette prise de conscience-là. Voilà, alors il y a ceux qui quittent eux-mêmes et il y a ceux qui sont quittés à cause de ça. Ce sont deux cas de figure complètement différents. Le souci, l'endoctrinement finalement de cette difficulté d'angoisse, c'est que plus la personne refuse de s'engager, plus elle va douter de sa capacité à gérer un couple, une relation d'amour dans le temps, qui s'inscrit dans le temps, et plus elle va croire qu'elle n'en est pas capable. Sans avoir réellement vérifié si c'était faisable ou pas, elle reste dans cette persuasion, elle-même s'auto-persuade, elle alimente cette auto-persuasion que c'est plus possible. Mais fondamentalement, il y a des gens qui vont se retrouver quittés à cause de leur tergiversation. C'est pas qu'ils n'auraient pas voulu continuer avec l'autre, c'est qu'ils ne voulaient pas s'engager avec l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas faire de plan sur la comète avec l'autre, voilà, d'engagement d'ordre juridique, acheter une maison, faire des enfants, se marier, se mettre en couple, se paxer, j'en sais rien, à habiter ensemble, et ainsi de suite. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas qu'ils ne voulaient pas avancer avec l'autre, c'est qu'ils voulaient avancer avec l'autre, mais sans la dynamique de l'engagement. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc s'ils sont quittés, ils vont particulièrement souffrir parce qu'ils auraient bien voulu rester en relation avec l'autre. Ils étaient juste le fruit, ils récupèrent le boomerang d'une certaine manière de leur non-engagement, non-investissement, ils se reprennent le boomerang en pleine gueule en fait si vous voulez. Et ça c'est un problème. Il y a souvent chez ces personnes-là, c'est exprimé en off, voilà, il y a une grande culpabilité. Il y a une culpabilité importante parce que quand ils quittent, ils savent qu'ils quittent quelqu'un parce qu'ils sont plus amoureux ou ainsi de suite, mais l'autre il est encore peut-être très attaché, donc ils savent qu'ils font du mal, ils culpabilisent parce qu'ils ont fait du mal à l'autre, et ça c'est un vrai problème aussi chez ces personnalités qui ne veulent pas s'engager. Ils portent une responsabilité assez lourde, assez importante, ils peuvent l'éluder, voilà, ils peuvent le nier, le dénier, mais ils portent ça, et en général dans le discours en off, c'est ce qui revient régulièrement, je culpabilise, je sais qu'elle est malheureuse, je sais qu'il est malheureux, et c'est de ma faute, c'est moi qui ai décidé ça. Donc plus il le fait, la personne, plus qui a une difficulté à s'engager, plus ça renforce sa peur de l'engagement et sa croyance que l'engagement n'est pas possible. Tout comme effectivement, s'engager en couple, c'est mettre à distance, fortement à distance, cet état amoureux que ces gens recherchent régulièrement, que ces personnes recherchent régulièrement, parce que ça veut dire, je construis dans l'avenir, et ce que j'ai connu, qui était génial, je ne le vivrai plus. Il y a une dimension de lâcher prise dont je parlais tout à l'heure, j'accepte de ne plus revivre, ou pas avant un certain nombre d'années,
pas avant un certain nombre de temps d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais combien de temps une relation va durer, c'est tout le charme d'ailleurs de l'amour, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a non seulement l'amour au niveau du sentiment, mais qu'est-ce qu'on est quand même capable de construire en couple, même si les sentiments ne sont plus exactement les mêmes. Et ça c'est intéressant, c'est un prisme tout à fait intéressant aussi. Qu'est-ce que ça traduit cette problématique-là? Parce que ça traduit forcément, psychiquement, forcément quelque chose. Alors on a donc, vous savez qu'avant d'être adulte, nous avons été des enfants, ah vous avez appris un truc extraordinaire là, là je savais ça. Donc, on a été des enfants et on a eu des parents. Ok. Les parents, ils nous ont montré de l'amour, j'ose l'espérer, de la considération, j'ose l'espérer, mais ils vous ont montré une image de couple. Comment les parents ont fait couple? Si effectivement vous avez vu que c'était excessivement compliqué pour vos parents de faire couple, eh bien, voir avec les beaux-parents s'il y a un divorce, eh bien voilà, tout ça sont déjà des raisons potentielles. Quelle est l'image qu'on a d'un couple? Et avant qu'on constitue soi-même quelque chose, on est déjà le fruit de ce que l'on a vu, de ce que l'on a intégré. Donc ce qu'ont montré les parents, l'épanouissement parental, voilà, le cataclysme relationnel parental, les séparations potentielles et tout ce qui s'ensuit laisse des traces incommensurables qui fait qu'on croit en quelque chose ou qu'on n'y croit pas. Voilà, on est dissuadé d'emblée, ou voire on y croit et on y croira toujours. Et ça, c'est toujours pareil, c'est propre à chacun, ça reste casuistique. Mais c'est un cas de figure à ne pas négliger. Ensuite, on a effectivement la manière dont on vous a aimé et dont on vous a considéré. Donc, si vous avez été aimé et considéré sans blessure, sans faille, sans tout ça, normalement, pas de souci. Vous devrez croire en l'amour et je dirais en la relation avec l'autre. Voilà, je suis confiant dans la relation avec l'autre parce que je n'ai pas d'informations qui font que j'ai un grand doute sur ce que je suis capable de construire avec l'autre. Et je ne doute pas de l'autre, je ne doute pas suffisamment pour lui prêter qu'il se comportera forcément mal avec moi. Donc, il y a quelque chose à faire. Mais s'il n'y a pas eu la considération escomptée par rapport à un des deux parents, une blessure finalement, hein, une blessure narcissique assez importante, effectivement ça laisse des traces dans le rapport à l'autre et la confiance qu'on a dans le fait de créer un binôme et surtout de le faire avancer dans le temps. Voilà, c'est très bien que la relation avec les parents, elle s'inscrit dans le temps, dans les années, et la relation avec les parents, hein, voilà, le père ou la mère, sont très différentes, voilà, mais ça s'inscrit dans le temps. Et ça donne effectivement une bonne croyance, une bonne certitude qu'on est capable d'avancer dans le temps et que malgré les conflits, on peut trouver des solutions. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant de le savoir. Donc il y a un bagage très fort qui émane effectivement de l'enfance, l'adolescence, et du rapport qu'on a entretenu avec nos parents, l'image du couple qu'ils représentaient, et bien évidemment le lien qu'on a pu tisser avec les deux, ou éventuellement l'un des deux, qui est une bonne forme de compensation. Il y a un autre cas de figure qui pourrait expliquer cette peur de l'engagement, ce sont des gens qui effectivement à 18, 19, 20 ans, 21 ans, voire plus, peu importe, ont été très au taquet dans une relation et que malheureusement ils ont été quittés. Il y a eu une rupture terrible qui représente un véritable traumatisme, et ce traumatisme est source d'explication du « je ne m'engage pas » puisque j'ai peur, c'est bien une angoisse, je ne m'engage pas, j'ai trop peur de revivre ce que j'ai vécu quand j'avais 18, 20, 21 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Voilà, et ça c'est une explication potentielle, qui réactive d'ailleurs aussi d'autres blessures, et tout ce qui s'ensuit, c'est pas parce qu'il y a une rupture brusque, franche, massive, horrible, traumatisante, que vous serez forcément voué à le revivre à chaque fois. Et ça, c'est tout le processus thérapeutique pour que les gens arrivent à dépasser leur problématique de peur de l'engagement. On y reviendra si on a 3 secondes en fin de vidéo. Alors, tout engagement est vu comme un enfermement, on l'a dit tout à l'heure, et il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de porte de sortie possible. Voilà. Alors que si, il y a toujours des portes de sortie. Vous vous mariez, vous avez le divorce, vous prenez un appartement, vous habitez avec quelqu'un, vous pouvez... Ça va être compliqué, je ne dis pas que ça va être simple, on est bien d'accord, mais il y a des possibilités de sortie. Voilà, on peut toujours actionner des leviers pour dire j'ai mis en place un processus qui ne fonctionne pas, je peux en sortir, ça représente des difficultés, mais je peux en sortir. Or, les personnes qui ont peur de l'engagement ne voient pas les perspectives de possibilités de sortie d'une situation, ou du moins elles sont minimalistes par rapport à l'angoisse que ça pourrait représenter. Donc, je ne le fais pas. Je ne prends pas le risque. Il y a toujours des portes de sortie, on peut toujours se désengager d'une certaine manière. Une fois qu'on a œuvré, que ça ne fonctionne pas, on peut se désengager. Or, cette capacité, cette possibilité de se désengager, ça ne représente pas, c'est pas rassurant pour quelqu'un qui a peur de s'engager. Il ne voit vraiment que le préjudice, en fait, si vous voulez. Il ne voit pas qu'à un moment donné,
il pourra sortir de ça, et il voit d'ailleurs, puisqu'on parle de préjudice psycho-affectif, il voit tout ce qu'il va subir potentiellement et qui ne va pas fonctionner. C'est une vision péjorative des choses, parce que quand vous démarrez quelque chose dans la vie, vous n'avez absolument pas, j'ai envie de dire heureusement, la certitude que ça va mal fonctionner. Bien au contraire, mais c'est bien une vision anxiogène, c'est bien une phobie qui repose sur de l'angoisse. Voilà. Alors, les grands signes comportementaux des personnes qui ont cette difficulté d'engagement, il y en a plusieurs. Il y en a un petit paquet. On va citer vraiment les plus importantes. On va retrouver la grande difficulté, l'immense difficulté, l'impossibilité, l'incapacité de présenter leurs partenaires à leurs amis, leurs collègues de travail, la famille. Il va y avoir ce marqueur-là. Les gens vont dire, je ne comprends pas, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, ça fait 1 an qu'on est ensemble, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, mais ils ne me présentent pas, et d'ailleurs, il y a même pire que ça, ils ne parlent jamais de moi aux autres. Voilà, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas. Voilà, ou il m'a fait comprendre qu'il n'en parlait pas trop, bref. Donc il y a ça. Ce sont des personnes qui d'ailleurs auront beaucoup de difficultés à vous dire je t'aime par exemple, ou avec parcimonie, de temps en temps. Mais il y aura une grande difficulté à le dire, parce que je t'aime c'est déjà une forme d'engagement. Ou qu'ils vous le diront au début, puis après vous l'entendrez plus. Forcément vous l'entendrez pendant l'état amoureux, mais après vous l'entendrez de moins en moins. Entendez-le comme une forme de désengagement affectif. Alors ce sont des personnes, on l'a soulevé tout à l'heure, qui ne font pas de projet à long terme. Il ne faut pas leur parler de vacances lointaines. Vous savez, par exemple, là, on est en juillet, pardon. Vous dites, tiens, l'année prochaine, en juillet 2022, on partira à tel endroit, voilà, billet d'avion, faut qu'on réserve à l'avance, tu comprends, ça ne coûtera pas cher, machin. Oh là 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 là, tu comprends le Covid, la crise économique, la crise sanitaire, il vous fera tout un tas de démonstrations. Et fondamentalement, le seul intérêt, c'était surtout de dire, attends, on ne prend pas ces billets-là. Parce que ces billets pris dans 1 an pourraient être un engagement et effectivement peut générer que, mais dans 1 an, je ne sais pas du tout où on va être et ne le sachant pas, ça m'angoisse, donc je ne le fais pas. Voilà. Il y a une souffrance derrière ça, c'est pas de l'agrément, on est bien d'accord, c'est pas pour se foutre de la gueule de l'autre, c'est pas comme ça que ça marche, c'est une souffrance, c'est une action psychique qui fait que, stop, attention, warning. Donc, je ne prends pas de risque, je ne m'engage pas dans 1 an. Ouh là là, c'est tellement loin, je préfère pas prendre le risque. Voilà. Ou alors ils mettent 200 €, genre le billet d'avion 100 balles, l'assurance 200 €, rien que pour être sûr de pouvoir annuler le voyage. Voilà, c'est une métaphore, mais c'est assez parlant dans le pragmatisme. Il ne faut pas parler à ces personnes-là, on l'a dit, hein, de mariage, d'enfants, d'habiter ensemble, voilà, de prendre un appartement en commun, même en location, même pas d'acheter un appartement, voilà. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça parce que tout n'est que source d'angoisse. Voilà. Ne vous étonnez pas, par exemple, dans le mauvais sens du terme, si je puis dire, vous faites une super soirée, petit bar derrière, tranquille, tout ça, super soirée. Et puis vous avez eu le tort, façon de parler bien sûr, c'est l'autre qui vous le reproche, de parler d'enfants, ah si j'avais un enfant je l'appellerais comme ci, je l'appellerais comme ça, tiens, j'ai ma soeur qui se marie, j'aimerais bien, moi aussi. L'autre dira rien de particulier, mais vous imaginez pas l'angoisse qui va monter pour la personne qui est dans la peur de l'engagement. Parce qu'elle va entendre ce propos comme une demande indirecte, voire directe d'ailleurs, et ne vous étonnez pas, c'est ce que je vous disais, d'avoir un petit silence radio de 2 ou 3 jours, voire une attitude très distante, style SMS, style téléphone, style si vous avez un truc de prévu 2 jours après, voilà, de quelqu'un de très distant. C'est quelqu'un qui marque son angoisse finalement et qui tente déjà de vous faire comprendre que attends, si tu veux un mari c'est pas moi, un mec qui paxe c'est pas moi, une nana qui se marie c'est pas moi, la mère de tes enfants c'est pas moi, le père de tes enfants c'est pas moi, le mec avec qui tu pars en voyage dans 1 an c'est pas moi, et ainsi de suite. Mais il le dit pas comme ça, il va le montrer par sa froideur, par sa distance. Comprenez, psychologie comportementale de base, c'est absolument capital de comprendre ça. Il y a une difficulté chez ces personnes-là de partager l'intimité. Pourquoi? Parce que l'intimité, c'est assez particulier, parce que se rencontrer, se voir à l'extérieur, où on est pimpant, voilà, on est en mode, allez, on passe une bonne soirée, enfin bref, voilà, on se met en mode, voilà, on se met beau, enfin bref. Eh bien, l'intimité, c'est pas tout le contraire de ça, mais c'est différent de ça. Moi, je pense que c'est tout aussi attrayant, mais il y a des gens qui, par exemple, ils ne dormiront jamais chez l'autre. Voilà, ou alors ils vont mettre un temps fou avant de dormir chez l'autre. Ou alors s'ils dorment chez l'autre, ils partent aux aurores, à 6 h du mat.
voilà, et ainsi de suite. C'est des gens qui partent pas forcément en week-end avec vous. Peut-être juste un week-end, mais pas une semaine, ou qui mettent un temps fou avant de partir une semaine en vacances avec vous, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un partage d'intimité. Et ce partage d'intimité, quelque part, ça les angoisse, ça leur fait peur. Voilà, il y a quelque chose qui se joue en eux. Ils ont l'impression qu'ils vont être à nu, entre guillemets, en face de vous. Et oui, l'intimité crée ça, mais je trouve que c'est tout le charme de l'intimité. Nous sommes d'accord. Si je vois la personne trop dans l'intimité, qu'est-ce que ça va être plus tard? Et si je suis confronté trop tôt à l'intimité, je vais projeter cette intimité sur le plus tard, et fondamentalement, ça ne me plaira pas. Vous voyez, il y a cette espèce de difficulté à partager des choses. Pour certaines de ces personnes-là, il y a déjà comme le fruit d'une forme d'engagement. Ça y est, l'autre va croire l'autre va croire qu'on est ensemble, et ainsi de suite. Et tout ça est une source d'angoisse. Donc la difficulté du partage de l'intimité, ça c'est un point très très important par rapport à ça, de livrer quelque chose, de la peur de ce qu'ils livrent va être retenu contre eux, façon de parler, et ce que l'autre va livrer, que ça leur plaise peut-être sur le moment, et encore, ils craignent de ce qu'ils vont voir, alors que ce qu'ils vont voir, de peur de dire, ok, là ça peut me plaire, mais plus tard ça ne me plaira pas. Il ne faut pas que j'y sois confronté trop vite, parce que je pourrais m'en lasser plus tard. Alors vous avez aussi certaines personnes qui s'engagent, voilà, alors avec le pied un peu sur le frein, et qui fondamentalement, à la moindre difficulté, disent « Oui, mais de toute façon, moi je le voulais pas, je le sentais pas », et ainsi de suite, qui rappellent leurs troubles, qui rappellent leurs difficultés à vouloir effectivement s'engager. Et ça, c'est un problème aussi, parce que l'autre doit pouvoir le gérer, et c'est un petit peu complexe de voir quelqu'un qui est quand même dans la... mais il quitte pas la relation. Alors, au niveau des signes, vous trouverez aussi un certain nombre de personnes qui soufflent, comme dirait l'expression, souvent le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont tout à fait prêts à être grandiloquents, éloquents, investis, mais pas dans la projection, bien évidemment, pas dans l'engagement. Ils aiment ce qui est moustillant, mais parfois ils seront rattrapés par leurs angoisses, ce qui fait que le gars peut être super volubile, ou la nana bien sûr, c'est pas une histoire de genre, hein, comme d'hab. Il peut être super volubile pendant un week-end, pendant une semaine de vacances, et au retour des vacances, ou au retour du week-end, ou avant de partir en week-end, il est tout l'inverse. Il est froid, il est distant, il est glacial, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de lutte contre effectivement son angoisse, que le week-end pourrait représenter une forme d'engagement, que le week-end qui s'est super bien passé, c'est un engagement, l'autre va croire que je suis engagé avec lui, alors que j'ai pas envie de m'engager, c'est pas que je suis contre, mais c'est pas que je suis pour. Ce sont effectivement des personnes qui sont capables d'avoir un comportement, des fois, où ils vont créer du conflit, presque pour vous dissuader. T'as vu comment je suis compliqué à vivre, t'as vu comment je suis, donc quitte-moi. Voilà, et en fait, d'abord ça marche pas toujours comme ça, mais c'est déjà aussi le fruit de leur angoisse. Notre relation est tellement compliquée à vivre pour moi, que c'est peut-être mieux que ça s'arrête. J'en souffrirai, ça sera horrible, mais c'est peut-être mieux que ça s'arrête, parce que cette peur d'engagement est telle que fondamentalement je préfère me brader, je préfère me tirer une balle dans le pied ou nous tirer une balle dans le pied, plutôt que qu'on se projette dans le temps et qu'on avance bien. Je cherche à te dissuader. Voilà. Ce sont des personnes qui peuvent vous trouver tous les défauts de la Terre. Voilà, vous savez très bien que vous faites une rencontre extraordinaire, tout va bien, pas de problème, machin. L'autre a des petits défauts. Très bien. Qui n'a pas de petits défauts? Vous croyez que j'ai pas de petits défauts, moi? Eh non. Eh ben, le truc, c'est que les petits défauts, c'est pas grave. Quand on s'aime, ça passe, on s'en arrange, et ainsi de suite. Je parle pas de l'état amoureux pendant 3-4 mois, hein. Je parle d'une relation. Les petits défauts de l'autre sont chiants des fois, on est d'accord, mais on fait avec, on compose avec, c'est presque le charme de l'autre, c'est presque sa griffe, c'est presque sa caractéristique, sa marque de fabrique, si je puis dire. On est d'accord. Alors que la personne qui est dans la peur de l'engagement va cristalliser sur les petits défauts. Tu comprends, ce petit défaut-là, il va devenir ceci, hein, c'est comme un petit trou voilà, dans un, comment ça s'appelle, un barrage, hein, voilà, c'est un petit trou, une petite fissure dans un barrage, tu comprends, le barrage va péter. Oui, bah, pas forcément. Et puis une petite fissure, ça peut se colmater, hein, fondamentalement. Voilà. On est d'accord, ce sont des métaphores, mais attention à ça. Il peut donc broder sur vos petits défauts, qui est plus déjà un moyen, si vous voulez, de dissuader d'avancer avec l'autre, mais en fait derrière il pourrait y avoir une peur de l'engagement. C'est assez capital de comprendre ce genre de truc, c'est assez fabuleux. Les conseils du coach. Voilà, alors, bon, de manière résumée, parce que là, forcément c'est de la casuistique, mais quelques présupposés de base, quelques universaux. Avec ce type de personnalité, essayez de repérer effectivement quelle est la problématique. Et vous verrez, n'ayez pas peur de voir que la personne qui est en face de vous, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, ça n'a rien à voir, c'est qu'elle est dans la peur de l'engagement. Voilà. Homme, femme, peu importe. Donc, cette personne va vous demander de la patience. Oui, mais jusqu'à quand? Et ça, c'est une immensissime
question. Il ne faut pas non plus que vous soyez complètement en retrait et que effectivement les angoisses de votre petit chéri ou de votre petite chérie prévalent dans le couple. Il y aurait un déséquilibre qui ne nourrirait pas le couple, voire même qui aurait tendance à le déconstruire, voilà, à lui faire du mal, à lui porter atteinte. Et ça, c'est une véritable problématique. Donc, patience, oui, mais quand et combien de temps? Et, indépendamment de cette patience, que l'autre vous demande, ce n'est pas moi qui vous le demande, c'est la problématique de l'autre qui vous le demande, à quel degré vous constatez quand même un certain nombre, tout en étant patiente, un certain nombre d'évolutions favorables, petit à petit. Voilà, et ça, c'est ça qu'il faut arriver à voir, et là on rentre dans la casuistique. Est-il, la personne qui souffre de ça, conscient, oui ou non, de son trouble? On en a parlé tout à l'heure, on en reparle. Si la personne est consciente, vous pouvez en parler, vous pourrez essayer de la rassurer. Voilà. Par contre, un autre conseil, ne soyez pas paternant ou maternant. Plus vous êtes paternant ou maternant, plus vous renvoyez l'autre vers le côté qu'il ne sait pas faire, et plus effectivement il va paniquer. Voilà, donc non, on est vraiment dans un rapport d'égal à égal, et ne maternez pas la personne, et ne paternez pas la personne si c'est un homme par rapport à une femme. Voilà, non, parlez d'adulte à adulte. C'est compliqué d'être adulte, très bien, mais ce n'est pas impossible. Et ça, c'est formidable. Vous savez qu'être adulte, c'est pas une histoire d'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Être adulte, c'est une maturité, c'est une vision des choses, c'est une capacité à reconnaître un certain nombre de choses et à assumer aussi les choses. Voilà. Quitte à ce qu'elles soient favorables, voire défavorables. C'est mieux quand c'est raconté, parlé, assumé, que quand effectivement c'est dénié. Nous sommes d'accord. N'appuyez pas sur le défaut de l'autre. Ça, c'est un autre conseil que je peux vous donner, parce que oui, mais t'as peur de non-engagement, ouais, mais j'en ai marre, t'as pas envie de t'engager. Plus vous appuyez là-dessus, plus vous mettez le doigt dans une blessure, et plus ça fait mal à l'autre. Ça le culpabilise, et effectivement, ça le renvoie vers le fait qu'il n'y arrive pas, que vous en souffrez, ça le culpabilise, qu'il vous fait du mal, qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y arrivera jamais, que le temps passe, qu'il n'y arrive pas, et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc je comprendrais que vous soyez, moi je comprends tout, je suis là pour vous aider, je suis avec vous, on fait équipe, hein les amis, les abonnés. Voilà, mais l'autre ne le comprendra pas ça. Donc quand moi je vous parle au nom de l'autre ou au nom de la situation. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est un propos qui est tenu par moi, mais dans un contexte particulier. Soyez conscient de ça. Alors surtout, autre conseil, si vous voulez, ne vous rendez pas trop disponible. Voilà, si la personne n'est pas très disponible, voilà, parce que justement, la disponibilité et passer trop de temps avec vous pourrait représenter un engagement, une angoisse, et ainsi de suite, ayez votre planning. Voilà, ne soyez pas dépendant. Voilà, imaginez avec quelqu'un qui a peur de l'engagement qui rencontre un dépendant affectif. Imaginez le cocktail explosif que ça pourrait représenter. Voilà. Donc attention à ça. Imaginez l'effort que ça représente pour vous de faire ça si vous êtes dans la dépendance affective. On est bien d'accord, mais essayez de vous rendre, non pas indisponible, n'exagérez rien, mais ne soyez pas trop disponible. Parce que l'autre va voir que vous bloquez vos soirées, vos week-ends en fonction de lui, ça va l'angoisser, il va avoir peur que vous attendiez un engagement, voilà, que les choses s'installent et s'inscrivent dans le temps, et ça peut générer pour lui de l'angoisse, et il va mettre le pied sur le frein, la personne, hein, voilà. Donc attention à ce genre de processus-là. C'est subtil, mais c'est bien que vous arriviez à comprendre ce genre de clé relationnelle. C'est là-dessus que ça va se jouer, on est d'accord. Ne montrez pas trop, bien évidemment, votre agacement, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, ça c'est important aussi. Si la personne est consciente de son trouble, bien évidemment qu'elle en parle et que vous puissiez en parler, mais que la personne n'ait pas peur d'aller se faire aider, bien évidemment, en psy, en thérapie, ou une forme de coaching, peu importe, mais que la personne accepte de se faire aider. Ça sera très bon signe, ça prouve l'envie, la conscience du problème et l'envie de se sortir du problème. Et ça serait assez formidable. La personne qui est consciente, qui ne veut rejouer le truc qu'avec vous, vous devenez un peu son psy à la personne, on est d'accord, et voilà, et qui ne veut pas rencontrer un professionnel de la santé, ça peut être embêtant. Il y aura un petit côté, je maintiens les choses telles qu'elles sont. Et ça, attention, ça peut être très compliqué pour la relation. Voilà, on laisse tout comme ça les amis, c'était super, c'était génial. Dernière vidéo de l'année, j'ai pris un immense plaisir toute l'année à vous voir, à vous retrouver, à vous lire, à vous écrire, et tout ce qui s'ensuit. J'adore notre petite communauté, prenez grand soin de vous, offrez-moi 4-5 semaines de repos, je suis un peu carbonisé, laissez-moi me ressourcer s'il vous plaît, et on se retrouve début septembre avec un nouveau thème. Je ne sais pas encore lequel, et j'ai envie de dire, le fait de ne pas savoir, c'est ça qui rend l'intérêt des choses. Voilà. Vous prenez bien évidemment un immensissime soin de vous, vous passez de bonnes vacances, vous vous reposez bien, vous vous détendez, vous ne prenez pas de risques. Allez, on se retrouve tous à la rentrée, on se repose, hein, chacun reprend un petit peu ses forces, ses esprits,
On se retrouve avec une conviction absolument inébranlable en septembre, voilà, pour d'autres sujets, d'autres thèmes, ensemble, tous ensemble, en équipe, en famille, si je puis dire, et on avance de nouveau ensemble pour une nouvelle saison, voilà, avec la niaque, la fougue escomptée, n'est-ce pas, pour affronter un petit peu tous les éléments de la vie, ensemble, tous ensemble. Prenez grand soin de vous, un immense soin de vous. Je reste plus ou moins en contact exclusivement sur la plateforme. Pour le reste, je décroche totalement téléphone, WhatsApp, SMS, tout ça, je décroche tout. On est bien d'accord, il faut bien que je puisse un petit peu me ressourcer moi-même, tout simplement. On se retrouve avec fougue, foi, conviction en septembre, à partir de septembre. Prenez grand soin de vous, un immensissime soin de vous. A très bientôt. Bonnes vacances à tous. Au revoir.